Alors, on commence. La dernière table est dédiée à l'héritage linguistique européen et sa transmission. Alors, c'est l'essentiel, c'est pas l'essentiel, mais c'est un des maillons importants de nos préoccupations les préoccupations qui nous réunissent aujourd'hui. En ce lieu, face au monolinguisme imposé par la mondialisation et la pratique des réseaux sociaux, comment transmettre la diversité linguistique européenne? C'est la question qui est en filigrane de toute notre après-midi. Comment les États transmettent l'apprentissage des langues étrangères, pas seulement la langue nationale, mais les langues étrangères. Les langues et le défi de l'éducation nationale, et comment ça se pose aussi au niveau de l'éducation nationale et des mouvements d'éducation populaire. Vous avez compris qu'une des préoccupations que nous avons ici, c'est d'allier culture savante et culture populaire, éducation savante, éducation populaire. Il y a tout un mouvement, vous le savez, d'éducation populaire qui remonte justement au milieu du XIXe siècle et qui a irrigué la société française comme d'autres sociétés, avec d'autres déclinaisons bien sûr. Et ce maillon a affaibli depuis un certain temps. Et je crois qu'il est de devoir des écrivains de retisser ce lien pour permettre d'avoir certainement des lecteurs à l'avenir. Alors, pour illustrer ces préoccupations, j'ai invité des personnes diverses et variées, dont à ma droite, Monsieur Paul Cinetti, qui est délégué général à la langue française. Alors, je vais juste Paul Cinetti, vous avez tout un parcours, puisque vous avez également été directeur du département du livre et des savoirs à la Culture France, et puis à l'Institut français. Vous avez été également commissaire général de Francfort en France à la Foire internationale du livre de Francfort il y a 2 ans. Puis vous avez été chargé d'une mission sur l'amélioration de la création et de la diffusion d'artistes francophones en France, avant d'être nommé par la ministre de la Culture à ce poste. Vous êtes également, ça je l'ai appris, co-auteur d'un livre d'entretien avec le père Serac, Tout ce qui n'est pas donné est perdu, aux éditions du Cercle. Tout de suite à ma gauche, Maria Grazia Negro, qui est écrivaine, spécialiste de littérature postcoloniale. Vous avez enseigné la littérature comparée et les études culturelles à l'université de Casablanca, de Salzbourg, d'Istanbul. Vos recherches portent sur les études postcoloniales et diasporiques, la littérature de la migration, l'exploration de l'imaginaire littéraire, artistique et l'histoire des thèmes littéraires. Il atteste votre dernier essai paru en 2015 chez Franco Cesati, intitulé Il mondo, il credo, la parola, la questione linguistica nella letteratura postcoloniale italiana. Vous êtes aussi membre de l'association Lingua Franca, qui est une agence littéraire transnationale. Vous en direz quelques mots également tout à l'heure. Ensuite, à ma gauche, également, Carlos Semedo, vous êtes directeur de la vie associative de Aubervilliers. Vous avez été à l'origine aussi de la semaine des langues maternelles dans votre commune, et qui est l'une des communes les plus cosmopolites de la région parisienne, et vous êtes à l'origine de la Maison des langues et des cultures d'Aubervilliers. Donc vous êtes un des cofondateurs. Alors, ma question, je vais me verser tout de suite, puisque vous avez été interpellé dans la table précédente et pour plusieurs reprises, mais en tant que délégué général,
mais plus encore aussi, c'est à travers l'État, évidemment, que c'est à l'État qu'on pose toutes ces questions. Avant de passer à lui poser une question sur les missions de la délégation, j'aimerais savoir, et peut-être nous éclairer sur la raison pour laquelle la France s'est abstenue de signer la charte européenne des langues régionales. Je sais, vous y êtes pour rien, en tout cas, aux fonctionnaires, mais enfin, donnez-nous l'éclairage. La dernière, elle a été retoquée en octobre 2015, si ma mémoire est bonne, par le Sénat. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui grince dans cette acceptation? Est-ce qu'il y a une doctrine française, on la devine, hein? Ça remonte à la Révolution, mais enfin, vous qui êtes dans aux manettes, maintenant, comment répondez-vous à cette question qui est un peu aussi en contradiction de certaines missions apparentes, d'une certaine mission de votre délégation? Merci. D'abord, bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir convié à cette journée que je trouve dont le programme est assez impressionnant et dont les interventions étaient toutes plus intéressantes les unes que les autres, de celles en tout cas auxquelles j'ai pu assister. Alors pourquoi la France n'a pas ratifié la charte européenne des langues régionales ou minoritaires? Tout simplement parce que le Conseil constitutionnel a considéré que cette charte entrait en contradiction avec les principes de la République, et notamment l'article 2 qui, comme vous le savez, annonce que la langue de la République est le français. Mais je dirais plus encore par rapport à l'article 1 qui fait référence à l'unité et l'indivisibilité de notre pays, et que la langue constitue le ciment, la langue française, le ciment de cette unité, de cette invisibilité. On considère aussi que le français est un droit pour chaque citoyen, et qu'il doit y avoir une égalité de traitement par la langue vis-à-vis de l'ensemble des citoyens de notre pays. Donc voici les raisons parmi d'autres, mais les principales, pour lesquelles la France n'a pas cru bon de devoir ratifier cette charte. Alors moi je dirais, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que vous l'avez présenté comme délégué général à la langue française. La langue de France, c'est vrai, j'avais déjà ajouté. Voilà, je pourrais même être très vexé que vous l'ayez oublié. Ah ouais, ça m'excuse. Non, mais je vous en prie. Et c'est intéressant parce que précisément on oublie bien souvent que dans les missions de la délégation générale à la langue française et aux langues de France, il y a cette mission certes de veiller à l'emploi du français et à son enrichissement, notamment à travers un dispositif légal dit de la loi Toubon du 4 août 1994, qui protège le citoyen à travers l'emploi de la langue et la société pour précisément, notamment, tenir compte des plus fragiles et des populations les plus en difficulté par rapport à la question de la maîtrise de la langue française. Mais aussi, il y a cette mission qui est de promouvoir le plurilinguisme et les langues de France. Il y a 60 en France et à l'international. Et ce que je trouve très intéressant dans les échanges auxquels j'ai pu assister avec notamment la présidente table ronde, c'est qu'on a parlé d'Europe, et on a parlé d'Europe à travers tous ces témoignages d'auteurs, d'écrivains, d'intellectuels, sous le prisme de la diversité linguistique. Alors on aurait pu parler d'Europe en ne prenant en compte que la diversité linguistique des langues officielles de l'Europe. On a commencé à parler des langues régionales. Je trouve que c'est une approche qui me paraît très intéressante et très juste aujourd'hui. Parce que, à mon avis, on ne peut considérer défendre le plurilinguisme européen, qui, comme vous savez, la traduction conduit à l'intercompréhension et probablement la clé de voûte de notre union. S'il n'y a pas d'aide à la traduction, s'il n'y a pas de promotion du plurilinguisme et du multilinguisme, de l'apprentissage des langues étrangères et des aides à la circulation des savoirs dans toutes les langues, eh bien le projet européen ne tient pas. C'est la clé de voûte. Mais je crois aussi que ça passe, pour nous, en tout cas français, et
dans le cadre de mes missions, par un travail accru en faveur des langues de France et des langues régionales. Comment ça se traduit concrètement? Alors, il y a d'abord une nomenclature de ces langues. On a identifié, reconnu, si j'ose dire, à travers le rapport du linguiste que vous connaissez, Bernard Sacchini, 76 langues de France. 76. C'est dire à quel point notre pays est un pays de diversité. Et c'est dire aussi à quel point on méconnaît aujourd'hui, votre surprise on est le témoin, cette diversité extraordinaire, ce foisonnement linguistique. Alors, on entend par langue de France les langues dites régionales de l'Hexagone. Effectivement, moi j'ai une horreur de l'appellation des patois. Je considère que c'est une triste conséquence d'un certain nombre d'actes politiques désastreux à travers l'histoire. On a parlé de Louis XIV, on a pu parler aussi de l'abbé Grégoire et de son livre au sujet de l'universalité de la langue française et de l'anéantissement des patois en 1794. Donc ce projet justement d'uniformisation et d'éradication de la diversité. Mais si vous voulez, vous avez aussi les langues d'outre-mer. Vous avez, sur les 76 langues répertoriées dites de France, vous avez plus des 2/3 qui sont issus des territoires ultramarins, et dont en grande majorité de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est dire à quel point le chantier est considérable pour aider à la promotion de ces langues à travers une équipe, une mission interministérielle qui est celle de la délégation générale à la langue française et aux langues de France, qui doit coordonner encore davantage les actions de l'État et des ministères en faveur de ces langues-là, et qui doit aussi faire comprendre dans un dialogue avec les autres ministères, et notamment le ministère de l'Éducation nationale, que la promotion des langues dites de France, des langues régionales, c'est aussi fort utile auprès des jeunes dans les systèmes scolaires pour rendre possible une meilleure maîtrise de la langue française. On ignore souvent ça, et ça considère, c'est un point qui d'ailleurs est notamment important à souligner sur les territoires ultramarins, mais quand vous vous intéressez au territoire de la Réunion, par exemple, le créole réunionnais tel qu'il est parlé, il est parlé par une grande majorité de la population, et forcément l'enfant qui va à l'école de la République et dans laquelle l'enseignement en créole n'est pas possible, tout autant qu'il pourrait l'être accompagné l'enseignement en français, bien cet enfant est évidemment dans une situation que je considère comme inégale par rapport à d'autres enfants dont la langue parlée à la maison est le français. Donc je pense qu'il y a tout un travail, c'est un long travail de persuasion, de conviction auprès de l'ensemble des partenaires pour faire prendre conscience, petit à petit on arrive à faire prendre conscience que les langues régionales sont un atout dans l'apprentissage aussi et la maîtrise de la langue française. Voilà. Alors, il y a une autre action de la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Alors là, on est à l'échelle européenne, mais elle n'aurait pas de sens, cette action-là, si elle ne s'enracinait pas sur les territoires de la République dans une défense de la promotion du plurilinguisme. On sera en totale contradiction. Et alors là, il y a effectivement, c'est long, c'est lent, c'est difficile. Hans Wiesmann a très bien parlé de la langue du globish anglophone, qui est la langue du colon. Je pense qu'on avance sur un certain nombre de programmes, notamment dans le cadre d'Europe créative, pour accorder une plus grande importance, des budgets augmentés sur les formations de traducteurs, sur les questions des nouvelles technologies aussi, de l'intelligence artificielle qui ne remplacera jamais le métier de traducteur littéraire, mais qui devrait rendre plus évident l'intercompréhension entre les citoyens de notre Europe pour des dialogues assez basiques. Donc il y a toute une série de mesures qui lentement, je dirais très lentement, mais commencent à être mises en œuvre pour rendre possible une meilleure compréhension entre les citoyens de notre continent. Car, dans le fond, moi je considère que le temps que le citoyen européen
Je ne parle pas du citoyen qui a la chance de pouvoir parler trois langues étrangères, mais en tant que citoyen européen qui n'a pas cette chance-là, n'a pas la conscience de pouvoir être compris dans sa propre langue, qu'il soit polonais, qu'il soit lituanien, qu'il soit espagnol, qu'il soit italien ou français, il y a le projet européen ne pourra pas fonctionner. Il y aura toujours cet effet de barrière linguistique, cet effet de distanciation qui crée une fracture linguistique à une construction qui déjà est difficile et laborieuse. Et l'arabe. Alors, je vais répondre tout de suite. L'arabe ne fait pas partie des langues de France. Alors, il y a les langues régionales des territoires de l'Hexagone et des territoires ultramarins. Il y a la langue des signes, français également, qui a été rajoutée il y a quelques années aux 75 langues reconnues par le ministère de la Culture. Et puis, il y a les langues dites de France, mais qui sont identifiées comme, par exemple, le yiddish, l'arménien, occidental, le berbère, qui ont été reconnus comme langue de France à partir du moment où il y avait une existence réelle à travers des locuteurs qui pouvaient employer cette langue, et cette langue n'étant pas langue officielle dans aucun autre pays du monde. C'est une manière de protéger et d'accompagner ces langues qui peuvent être moins reconnues à l'international. Mais on est toujours dans des paradoxes et dans des contradictions. N'oublions pas que Jean de La Fontaine, dans le pâté de l'anguille, c'est diversité, c'est ma devise. Quel paradoxe, diversité, c'est ma devise, donc le grand auteur de langue française, pas moi. Eh bien, on a beaucoup à apprendre d'autres pays qui acceptent et qui promeuvent bien davantage encore les langues régionales, dites régionales. Merci, on va poursuivre le débat parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont soulevées par votre intervention. Je me tourne vers Carlos Quevedo. Justement, vous avez entendu le délégué. Vous animez avec d'autres la maison des langues et de culture qui vient d'être inaugurée en février dernier à Aubervilliers. Alors, quelles sont les missions de cette maison et comment vous travaillez justement avec d'autres instances, je pense à groupe de sagesse, pour raccorder, pour faire en sorte qu'il y a ce lien qu'on vient d'évoquer entre les langues, cette richesse des langues urbaines dans une ville comme Aubervilliers et la littérature, par exemple. Voilà. Bonjour et merci d'être là, merci pour cette initiative. Comme je viens du Portugal, que nous sommes dans la Maison de l'Europe, je voudrais vous citer en français un poète portugais, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Fernando Pessoa. Et il a écrit « Être portugais dans le meilleur sens du terme et être européen sans l'impolitesse de la nationalité ». Voilà, je voudrais qu'on partage déjà ça pour considérer, si on peut, que la nationalité peut être une difficulté, y compris au dialogue interlinguistique. Donc, langue et politique sont des sujets mêlés d'une manière tellement. Alors, je dis ça après ce que vous venez de nous dire, comment l'État considère un certain nombre de critères pour définir quelles sont les langues de France, qui excluent celles qui ne le sont pas par définition, mais qui pourraient accéder plus tard si les considérations, les standards venaient à évoluer, etc. Et alors, donc évidemment, je suis venu là pour vous parler de ce qui se passe à Aubervilliers. Évidemment, ce n'est pas un État indépendant, donc nous n'avons pas ce genre de souci de déclarer des langues officielles. Nous avons une langue officielle, c'est la langue française, nous sommes en République française. Pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de connaître Aubervilliers, c'est une commune qui se trouve au nord de la Porte de la Villette, au nord du 19e arrondissement, et qui a à peu près 90 000 habitants aujourd'hui, avec une croissance assez énorme. On va arriver aux 100 000 dans les 3 ans. Donc ça commence à être une commune en France, on considère ça une grande ville. C'est étrange. Et pour les villes de France de plus de 50 000 habitants, nous sommes celle qui a le pourcentage le plus élevé d'étrangers. Sur les 90 000 personnes,
38% ne sont pas de nationalité française. Donc, je ne parle pas de double nationalité, je parle des personnes qui ne sont pas de nationalité française. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont français est d'origine, soit originaires de familles qui étaient déjà françaises. 11% de ceux qui sont français ne sont pas nés français, sont devenus français en cours de vie. Et parmi ceux qui sont nés français, il y a si vous cherchez du côté des grands-mères, des grands-pères, si vous allez plus loin, c'est qu'on a le monde presque entièrement représenté à Aubervilliers. Selon l'INSEE, qui est la seule habilité à comptabiliser les habitants, nous avons 118 nationalités à Aubervilliers. Donc, pour les personnes qui, à la télévision, imaginent qu'Aubervilliers c'est un ghetto de crimes, etc., nous sommes le contraire d'un ghetto, nous sommes Babel. 118 nationalités, ça veut dire au moins autant de langues, voire des centaines de langues. Vous savez tous, en Afrique de l'Ouest, n'importe quel Sénégalais parle 4, 5 ou 6 langues sans aucune difficulté. Nous avons, par exemple, beaucoup de personnes qui parlent toutes les langues d'Afrique de l'Ouest, qui ne sont pas des langues nationales, qui ne sont pas des langues officielles. Donc, ça c'était pour vous expliquer un peu le territoire sur lequel je travaille depuis très longtemps. Un autre aspect de ce territoire, c'est qu'il est très pauvre. Nous serions, selon l'INSEE, la deuxième commune la plus pauvre de France, de cette taille-là, de ce strate-là, après Roubaix. Donc, vous voyez, nous ne sommes pas très bien placés du point de vue économique ou social, nous sommes très bien placés du point de vue culturel, et culture dans le sens anthropologique, dans le sens global. Alors, nous essayons de réfléchir à nos atouts, nos potentialités, dans ce qu'elles relèvent, dans ce qu'elles recèlent de capacité à envisager l'avenir. Alors, si nous sommes riches en compétences, en capital linguistique, comment on peut, à partir de ça, travailler cette chose-là et en faire un atout de développement, un atout de croissance culturelle, un atout aussi social pour la convivence entre les cultures et les langues. Et donc, depuis plusieurs années, nous avons développé un certain nombre de politiques publiques en parallèle, en nous appuyant aussi, en dialoguant avec des partenaires associatifs très forts, et quelquefois même avec la DGLFLF, comme j'ai eu l'opportunité de vous le dire, qui a toujours au moins été d'une très bonne écoute. J'ai compris, on va se revoir. Voilà, mais on va poursuivre ce dialogue qui était très, très intéressant jusqu'ici, qui a été très inspirant en tout cas pour nous, très inspirant. Nous n'apprenons pas, nous n'inventons rien en Aubervilliers, mais nous pouvons être un laboratoire qui peut être intéressant à révéler pour d'autres communes de même situation sociale et culturelle. Donc aujourd'hui, nous avons près de 500 associations actives dans notre territoire. Il y a au moins 150 qui renvoient à une culture double, une culture d'origine quelque chose et d'intégration ici. Et donc nous dialoguons beaucoup, nous travaillons beaucoup avec ces opérateurs-là. Ils sont vraiment nos partenaires principaux. Il y a une volonté, évidemment, s'il y a des gens qui ne veulent pas s'intégrer, ils ne nous intéressent plus, il faut traiter ça autrement, mais ce n'est pas le propos ici. Mais tous ceux, et je dirais 150, ce n'est pas une exagération, le nombre de partenaires associatifs avec lesquels on peut travailler, dialoguer au jour le jour, on peut construire énormément de politiques publiques. Ils sont d'excellents opérateurs si nous mettons nos moyens et leurs compétences ensemble. Donc, depuis 10 ans, par exemple, on organise à Aubervilliers une fête qui est l'autre fête des langues. Il y a la Journée internationale des langues maternelles qui est célébrée par l'UNESCO, place Fontenoy, et en général j'essaie d'y être. Et nous organisons à Aubervilliers une fête populaire pour la Journée des langues maternelles, qui est une fête où participent des centaines et des centaines de familles, des gens de tous les âges, des petits, des grands-parents, et justement où les langues se présentent, peuvent être entendues, pratiquées, écrites. Cette année, il y a eu plus de 800 personnes qui ont participé à l'édition 2019. Et nous avons aussi des opérateurs qui ne sont pas des migrants qui nous amènent les cultures d'origine. Nous avons aussi des opérateurs artistiques professionnels de haut niveau en Aubervilliers. Et je vais vous citer juste deux parce que je sais que le temps est limité. Par exemple, nous avons en Aubervilliers depuis maintenant 15 ans une compagnie qui s'appelle Les Souffleurs Commando Poétique, qui sont intervenus dans plein de pays au monde,
qui souffle la poésie en plein de langue directement à l'oreille de celui qui se prête à l'écouter, qui est disponible pour l'écouter. Quelquefois, il souffle même aux cheveux ou à un arbre, pas seulement aux oreilles. Les souffleurs sont basés à Aubervilliers. Et nous travaillons avec eux. Et par exemple, avec eux, en 2011, on a organisé un conseil municipal extraordinaire, un conseil municipal poétique, pour prendre des délibérations poétiques qui étaient présidées par Stéphane Hessel, et qui a, entre autres, voté la création d'un trésor poétique municipal mondial. Le trésor poétique municipal mondial a aujourd'hui riche d'une 90aine de langues. Et on travaille sur les dépôts de poésie, de textes poétiques dont ils sont les auteurs, dont ils sont les porteurs, peu importe, ils peuvent choisir un poète qui n'est même pas de leur langue maternelle, mais qu'ils ont appris dans une langue traduite. Ils cherchent un texte poétique et ils le placent, ils le confient au service des archives d'Aubervilliers, qui va le conserver et le protéger comme un document officiel de type administratif, avec les mêmes soins, avec le même type d'engagement. Et dans le trésor poétique municipal mondial, qui est ouvert bien sûr au-delà d'Aubervilliers, nous avons de plus en plus de contributions de personnes dans toutes les langues, de toutes les formes d'écriture poétique ou non-écriture, parce qu'on accepte aussi que des langues non écrites, ou dont la personne n'est pas, sur lesquelles elle n'est pas alphabétisée, puissent être aussi en dépôt. Donc, nous avons des tas de langues qui ne sont pas écrites, comme la majorité des langues au monde ne sont pas écrites, comme vous le savez. Nous avons aussi des dépôts en enregistrement de son ou de vidéo, et on essaie aussi de les traduire, de les partager, etc. C'est un exemple. Un autre exemple, pour ne pas multiplier, nous avons à Aubervilliers les laboratoires d'Aubervilliers, qui est un lieu de création, de résidence artistique depuis maintenant 20 ans ou plus. Par exemple, cette année, ils travaillent sur la mosaïque des lexiques avec la direction artistique qui est sur place, qui est un grand magasin. Nous avons un festival des musiques du monde depuis 26 ans maintenant, qui est maintenant, dure un mois, et qui couvre toute la Seine-Saint-Denis. Il est né à Aubervilliers et à la Courneuve. Aujourd'hui, il couvre tout le nord de Paris, et même jusqu'en Essonne. Il dure un mois avec des concerts et des apports culturels de toutes les musiques qui sont... Donc, nous sommes basés pour créer une maison des langues et des cultures à Aubervilliers. C'est ça que je veux dire, c'est pas, excusez-moi, l'anglicisme, c'est pas du top-down, c'est quelque chose qui est né avec les gens, en travaillant avec eux, à partir de leurs expériences, de leurs compétences. Et nous aboutis cette année, en février dernier, à ouvrir un lieu. Et alors, pour faire ça, évidemment, il faut un engagement politique municipal aussi. Là, on ne parle pas de l'État, on parle des autorités locales. C'est parce que la municipalité d'Aubervilliers, à un moment donné, a considéré que l'ouverture d'une maison des langues et des cultures du monde à Aubervilliers avait du sens politique. Et donc la municipalité a porté cet objectif-là. Depuis 2016, il a devenu un engagement municipal. Et en décembre dernier, le conseil municipal, à l'unanimité, les oppositions toutes confondues, a voté sans état d'âme, sans abstention, le soutien municipal à l'ouverture d'un lieu pour lequel elle a prêté en bâtiment, en morceau d'un bâtiment, et elle confie une subvention annuelle avec un engagement pour que ça démarre. Et donc, depuis le mois de février dernier, il y a un lieu à Aubervilliers qui s'appelle Maison des langues et des cultures, où il y a des ateliers de conversation, il y a des lieux d'expertise du niveau de français, il y a des cours de français, il y a des cours dans d'autres langues, il y a aussi des ateliers, d'éveil linguistique à travers des activités artistiques comme le théâtre, et ça peut être la reliure, ça peut être l'étude de l'image, et ça peut être pour apprendre le français comme d'autres langues. Par exemple, en ce moment, si vous allez sur le site internet de la Maison des langues et des cultures, qui est en construction, je vous ai dit, c'est tout récent, ça vient de démarrer en février dernier. On ne fait pas tout en 2 mois. Il y a la Maison des langues et des cultures présentée en 21 langues, dont l'arabe, bien sûr, madame, parce que vous parlez de l'arabe 2 ou 3 reprises. Bien sûr, il y a une présentation en langue arabe, mais il y a 21 présentations en langues différentes. Parce que si on veut que cet objet, ce lieu, soit fréquenté par des personnes qui ne maîtrisent pas le français, il faut leur dire dans la langue qu'ils comprennent le mieux ce que l'on veut y faire. Donc, il y a 21 langues et on ne demande qu'à enrichir avec des apports de nouvelles contributions, de nouvelles langues. Bien, merci. On va continuer la discussion dans l'occasion de rebondir.
Alors, je m'adresse maintenant à Nadia Grazia Negro. Ma première question est comment la question linguistique se manifeste dans cette littérature postcoloniale italienne. Parce que j'ai été très intrigué en lisant votre livre, de découvrir effectivement que cette question a été sous le boisseau, un peu la belle endormie, la belle bois dormant pendant plusieurs décennies. Et c'est la littérature de l'immigration qui l'a réveillée avec toutes sortes de manifestations diverses et variées. Alors, pouvez-vous, dans un premier temps, nous en parler, et puis on va parler de la question, je vous la pose tout de suite, c'est comment en Italie, comment se fait l'apprentissage des langues étrangères en Italie aujourd'hui? Deux questions, mais la première. Merci d'être ici. Je m'excuse pour ma voix aujourd'hui. Vous avez une très belle voix. Ouais. Merci. Alors, pour commencer avec la première question, le terme postcolonial est très débattu, très complexe et je vais ici faire une simplification et expliquer que la littérature postcoloniale en général, pas simplement celle italienne, est la littérature produite par les anciens peuples colonisés dans la langue de l'ancien colonisateur. Et le cas italien, par exemple, chez vous, quand Assia Djebar, d'origine algérienne, écrit en français Femme d'Alger dans leur appartement, ou d'autres romans, ça s'agit de littérature postcoloniale. Le cas italien est un cas très intéressant et très différent par rapport aux grandes littératures postcoloniales, ça veut dire aux pays comme justement la France ou l'Angleterre qui ont eu des domaines coloniaux très répandus et très longtemps. Ça veut dire la littérature postcoloniale italienne est née à peu près vers les années 90 du siècle dernier. Ça veut dire avec un grand retard par rapport à la fin de la colonisation et sans avoir les luttes de décolonisation qui ont vécu les autres peuples. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce décalage d'environ 50 années, ça fait à peu près ça, un décalage très long, on peut l'expliquer au niveau historique, à cause de la chute subitaine du fascisme dans le 1983 et au renoncement forcé aux domaines coloniaux que l'Italie a dû faire à la suite de cette chute. Ça veut dire les peuples colonisés par les Italiens n'ont pas connu la période de lutte, comme on revient de nouveau à l'Algérie, et on pense comment c'était longue cette lutte de libération, ou comme vous pouvez bien comprendre, la langue devient une arme de combat. Ça veut dire chaque littérature postcoloniale interprète la langue, je répète, comme une arme de combat, pour démontrer à l'ancien colonisateur que les écrivains sont capables de l'utiliser, la manipuler, la rendre métisse, hybride et comme ça. Aujourd'hui, pendant l'autre table ronde, il y avait plusieurs suggestions, par exemple ce qui a dit, parce que je le vois encore là présent, très intéressant, Jean-Louis Luis, on pourrait l'interpréter en clé postcoloniale, ce que vous avez dit, votre relation avec le français. D'un côté, vous avez dit une fugue de la platitude, de l'autre côté, cette lutte qu'avec votre engagement littéraire, vous engagez pour rappeler que le catalan est une langue encore vivante et qui a le statut qui devrait avoir le statut aussi dans la France d'une langue officielle. Pour revenir à vous. On revient à la littérature postcoloniale, comme vous avez dit, comme tu as dit.
le plurilinguisme appartient à la littérature postcoloniale italienne comme à chaque littérature. Mais c'est très intéressant parce que ce plurilinguisme émerge dans plusieurs contextes, plusieurs langues, et ça rend les Italiens d'aujourd'hui conscients, parce que chez nous on a eu un effacement de cette mémoire coloniale. On ne s'est pas confronté avec cette mémoire coloniale. Je répète, à cause aussi de la chute subitaine de la dictature fasciste dans un jour. Et le plurilinguisme rappelle aux Italiennes leur histoire, leur responsabilité dans l'histoire de domination et de prévarication de peuple en question. Et à cause de ça, c'est très important. Alors, pour revenir, après il faudrait un long discours, mais là, il me semble peut-être plus intéressant arriver à la question pratique que tu as posée. Alors, quand parlait Carlos Semedo, je pensais que la situation d'Aubervilliers a soumis en général à la situation de l'Italie. Pas simplement d'une petite, ce que j'ai compris, petite, mais quand même grande cité parisienne. Et chez nous, la situation est la même. Ça veut dire on a encore plus d'ethnies et de langues parlées, parce que c'est sorti le dossier de la Caritas, qui est un dossier qui chaque année fait un peu la photographie de l'Italie étrangère, ça veut dire des étrangers qui vivent en Italie. Et on a sur notre territoire à peu près 170 ethnies et langues parlées par des gens qui viennent de chaque partie du monde. Et malheureusement, par rapport à vous et à votre politique très, très intelligente, au niveau national, parce qu'après je peux porter aussi un exemple peut-être plus vertueux, malheureusement, au niveau national, on n'a pas une politique d'intégration. Ça veut dire qu'on laisse un peu l'initiative aux écoles, beaucoup, trop. Ça dépend des régions. Il y a des régions qui dépensent beaucoup d'argent pour des politiques comme ça. Il y a des régions qui ne dépensent pas d'argent. Et moi je pense que ça c'est un grand défaut de la politique italienne maintenant, de n'avoir pas compris, comme il me semble de ce que vous avez dit, vous, que ça c'est un grand défi et une grande richesse aussi de la situation de la France d'aujourd'hui. Moi je voudrais parler. Alors ça je dis très superficiellement, je fais une photographie de l'Italie, mais je voudrais parler maintenant, après 25 ans d'étranger. Moi je suis revenue dans la région où je suis née et maintenant j'habite. Ça veut dire que c'est une région, ça s'appelle Alto Adige, Haut Adige, Südtirol en allemand. C'est une région de frontière parce qu'on est à la frontière de l'Autriche, où il y a eu aussi un discours post-colonial parce que ça appartenait à l'Autriche. Et après la Première Guerre mondiale, elle est devenue, justement, ça fait 100 ans exactement, elle est devenue italienne, avec des problèmes gigantesques, énormes, que je ne vais pas ici expliquer. Dans les années, cette région, normalement on dit que cette région est bilingue, n'est pas précis parce que notre région est trilingue. Parce qu'on a aussi 3 vallées où on parle le ladin. Ça veut dire que c'est une langue qui ressemble beaucoup au romancho suisse. Cette région a été une région très riche par rapport à ce que vous avez dit, une région très prévoyante qui dépense beaucoup d'argent dans l'intégration et dans les politiques intelligentes. Qui commence tout de suite de l'école. Ça veut dire qu'on a plusieurs étudiants qui viennent dans chaque période de l'année, pas simplement au début de l'année scolaire, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. On a plusieurs étrangers qui arrivent, qui s'installent dans notre région parce que c'est une région riche, on arrive encore bien à travailler.
Et là, justement, la Provence a beaucoup investi dans il s'appelle Centri Linguistici Interculturali, Interkulturelle Sprachenzentren en allemand, et où on a des enseignants extérieurs qui entrent dans les écoles, sortent les étrangers de leur classe et leur commencent à donner, en plus chez nous c'est compliqué parce qu'il s'agit d'enseigner deux langues, pas simplement l'italien, il faut enseigner aussi l'allemand. En plus, chez nous, c'est tout partagé, très divisé. Moi, je dis en cage ethnique. Ça veut dire les écoles en langue italienne et les écoles en langue allemande. Alors, les étudiants qui arrivent dans les écoles en langue italienne commencent tout de suite avec des cours en italien et on laisse l'allemand pour l'apprentissage après. Ça veut dire on commence le deuxième année, par exemple. Et là, cette politique, ça semble bien marcher, mais il faut payer des enseignants, il faut payer des enseignants qui viennent de l'extérieur, qui accordent leur travail avec le travail des enseignants de la classe. Ce n'est pas toujours facile. On doit se croiser avec les heures, il faut des salles, il faut beaucoup de choses. Mais ça marche bien. Ça c'est de l'expérience que je fais. Un autre moyenne qui marche très bien selon moi, c'est valoriser les étudiants étrangers. Par exemple, comment? Nous, on entend toujours l'intégration simplement dans une direction, non? Ça veut dire c'est nous qu'on leur donne la possibilité de s'intégrer dans notre société, dans notre langue, dans nos opportunités. Dans le moment où on renverse la relation de force, de nouveau post-colonial si on veut rester, ça veut dire par exemple, on leur donne la parole un jour, dès qu'ils savent parler justement l'italien, il faut un passage, non, sûrement. On leur donne la parole et on leur dit, d'accord, aujourd'hui, vous nous présentez la Chine. Maintenant, c'est vous, aujourd'hui, qui devez faire, devant votre copain, devez faire un cours en quelle langue? Sûrement, ils commencent avec l'italien, ça c'est sûr. Mais après, moi, je vis des expositions très intéressantes parce qu'ils amènent leur musique, ils amènent les vidéos, ils leur montrent même aux copains de la classe qui n'ont pas compris la richesse que leurs collègues ont chez eux. Ça, par exemple, c'est un moment très intéressant, très égalitaire, très vraiment où les énergies commencent à se créer et à circuler. Parce que moi, je pense que jusqu'à quand on pense que les énergies et les efforts vont simplement dans une direction, là, on va faire faillite, selon moi. Il faut faire interagir, et c'est ça qui me semble d'avoir compris que vous avez fait. Oui, je voulais rebondir parce que je m'adresse à Monsieur le délégué, Monsieur Patacinetti. Il y a, votre délégation administre un programme qui s'appelle Langue et liens sociaux. Justement, où vous donnez la possibilité aux associations, aux bibliothécaires, tout un chacun, de participer à ce retour, si je peux m'exprimer ici. Pouvez-vous nous en parler plus en détail? Et aussi, je voudrais, parmi les initiatives que porte votre administration, votre délégation, il y a l'apprentissage de deux langues étrangères. Je crois que c'est la France qui est à l'initiative de cette mesure. Voilà. Oui. Alors, effectivement, nous aidons beaucoup de partenaires et nous sommes très heureux de soutenir par exemple des lieux aussi remarquables comme celui d'Aubervilliers. Enfin, il y a un travail sur le tissu associatif qui est considérable, qui est fait par énormément d'acteurs, qui permettent justement de s'adresser aux publics les plus fragiles, ceux qui sont en marge. Et nous soutenons chaque année la délégation environ 200 projets portés par des associations
structures diverses, hein, des centres culturels de la rencontre, des associations, des médiathèques, vraiment très en lien avec les acteurs donc, sur les territoires pour, par la pratique culturelle, par la pratique artistique, pardon, et accéder à une meilleure maîtrise du français. C'est une de vos priorités aussi. C'est une de nos priorités dans la mesure où nous considérons que la langue française est un facteur de cohésion sociale. Et qu'à partir de ce moment-là, la langue française qui doit tirer en avant, hein, qui doit accompagner aussi les langues vernaculaires employées par les populations migrantes. Enfin, on ne fait pas de séparation entre langue française et langue locale. Quand vous disiez qu'il y a 150 langues à Aubervilliers, je crois que sur le bassin parisien, il y a près de 400 langues qui sont répertoriées, hein, selon l'INSEE, donc c'est gigantesque. On vit dans un Babel, on n'en a pas conscience. On ferait un sondage en sortant dans la rue, on s'apercevrait de l'extraordinaire diversité linguistique. Et donc, notre mission, c'est effectivement d'œuvrer auprès des publics les plus... Alors, soit des publics des migrants, des publics allophones, soit des publics qui sont dans des situations de très, très, très grande fragilité sociale, d'illettrisme. Voilà. On est là pour accompagner ces publics-là en les aidant à travers une pratique artistique à accéder à une meilleure maîtrise de la langue française, sans oublier, s'il s'agit de publics immigrés, leur propre langue. C'est très important de travailler dans cette perspective. Et effectivement, vous évoquiez la position de la France, on peut s'en féliciter, on ne le dit pas parce que c'est le moment de le dire, parce que non, mais c'est étonnant à quel point, par exemple, le débat européen est une calamité. Enfin, sur avec les élections européennes, on ne parle pas de traduction, on ne parle pas de diversité linguistique. Heureusement qu'il y a ces opportunités comme celle-là, mais quand on entend les discours des politiques, c'est tout simplement consternant. On parle de tout sauf d'Europe. Et on parle de tout sauf, dans le bon sens, de la diversité des identités et à travers la diversité linguistique, qui est une formidable richesse. Et donc, effectivement, il y a tout un processus qui est poussé par notre pays, mais aussi en partenariat avec d'autres pays d'Europe, pour faire en sorte que dans les programmes scolaires, on puisse apprendre non pas une langue, mais 2 langues, voire 3 langues. Et voilà, c'est un processus lent. Et là, il y a une résolution au Conseil, à la Commission Conseil de l'Union européenne. Il y a on espère qu'une résolution soit prise à travers le groupe des ministres de la Culture européens pour qu'enfin on arrive à un réel apprentissage des mesures qui soient prises en faveur du plurilinguisme et de l'apprentissage des langues à l'école. Dans ces perspectives, quelle serait la place de le rôle des associations d'écrivains? J'étais il y a 2 mois environ, 3 mois, à un colloque que vous avez tenu à un ministère de la Culture, notre délégation, et il y avait des bibliothécaires, des élus, des médiatrices, des médiateurs, des associations, mais point d'écrivains. Pourquoi? Je pense que d'abord en fait, je précise, hein, est-ce que vous envisagez une place pour les écrivains, enfin, de coproduire une politique de la linguistique? Nous aidons énormément, nous accompagnons des projets pour favoriser la traduction de nombreux programmes en plusieurs langues de certaines œuvres. Mais je pense qu'effectivement, c'est une belle idée que vous avez. On peut imaginer des partenariats dans ce sens-là. Je pense que votre structure, la Société des gens de lettres, doivent être la maison des artistes, même regroupant des écrivains, doivent être des partenaires importants pour promouvoir le plurilinguisme et accompagner des programmes de traduction. Et je pense que mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'a pas, par exemple, de lieu sur les langues régionales et les langues de France. Ça manque. Moi, j'aimerais bien avoir une association des écrivains qui écrivent aussi dans d'autres langues qu'en français, et notamment dans des langues dites de France, qui ne sont pas la langue française. Et il y a des tas de choses qui pourraient être mises en œuvre pour fédérer des initiatives, les rendre plus visibles, mieux les organiser.
je pense que on commence tout juste aujourd'hui à prendre conscience, j'exagère un peu parce que la délégation a toujours été vraiment en pointe avec Xavier Nord, Bernard Savigny sur ces sujets, mais ce n'est que maintenant, et c'est grâce à des initiatives comme la vôtre que l'écho se fait de plus en plus grand sur ces sujets de diversité linguistique. Il y a une formidable exposition qui avait été réalisée il y a 2 ans et demi, je crois, ou 3 ans, au MUSEM, l'exposition de Barbara Cassin sur la traduction. Bon, ça c'est, voilà, les travaux d'Alex Wiesmann commencent à porter leurs fruits. Barbara Cassin va entrer à l'Académie française, sa devise va être celle de la Spiritual Derrida, plus d'une langue. Donc on voit que grâce aux auteurs, grâce aux intellectuels, cette question de la traduction commence à être de plus en plus forte, de plus en plus pertinente. Donc là, en tout cas, nous, on peut être prêt, on est prêt pour ça, je pense. Bien sûr. Alors, Carlos. Petite information. Je crois que souvent, il y a un saucissonnage institutionnel qui affaiblit l'efficacité des politiques publiques et qui est terrifiant dans ses conséquences. C'est tout à fait. Alors, quelquefois, on retrouve au niveau local plus de communication transversale que les institutions entre elles. Par exemple, nous sommes dans l'année pour l'UNESCO et l'ONU pour la protection des langues des peuples autochtones. C'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe concrètement là-dessus? Par exemple, lundi dernier, nous avons accueilli à la Maison des langues et des cultures d'Aubervilliers, en lien avec l'Institut français de Toronto, 2 auteurs, 2 poètes, une martiniquaise, Véronique Cantor, qui est publiée ici, et un Canadien qui s'appelle Tyler Pinnock, qui est métisse, amérindien, et on les a accueillis. Ils sont en France cette semaine. Il n'y a absolument pas de communication là-dessus. Ils sont venus à Paris, heureusement, on existe, on les a accueillis les bras ouverts en Aubervilliers, bien sûr, même si c'était un lundi, en début d'après-midi. Et puis le soir, ils allaient à la présence africaine, dans un truc assez confidentiel, pour lire quelques textes, mais c'est quand même bien. Après, ils partaient à Angers pour un atelier d'écriture, et puis ça se termine à Nantes. Voilà, et c'est tout. Et par contre, il y a eu une tournée, et ça, c'est l'Institut français, donc c'est la politique publique française aussi qui finance. Vous voyez, communiquer là-dessus, ça donne des idées, et ça développe aussi une meilleure lisibilité des choses. On parle des langues de France, vous avez parlé tout à l'heure des langues des dom-toms. Cette femme, elle écrit en français, mais elle écrit aussi en créole martiniquais, parce qu'elle est martiniquaise. Fabienne, c'est ça? Fabienne, quand on dit ça. Véronique ou Fabienne? C'est Fabienne, non? Ah, c'est la sœur? D'accord. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc... Elle aussi écrivain. Alors, évidemment, comme nous n'avons pas organisé leur tournée en France, nous avons bénéficié d'un créneau qui personne ne voulait. Enfin, lundi après-midi, vous imaginez bien que la population d'Aubervilliers, même si on a beaucoup de chômeurs, elle fait autre chose que d'être dans des soirées politiques, mais dans des après-midi politiques. Mais nous allons retransmettre, nous avons fait une captation vidéo, nous allons diffuser, y compris auprès des populations d'origine des Antilles, qui sont nombreuses à Aubervilliers, et pour qui la valorisation de leur langue n'est pas faite non plus. Oui, c'est ça. Alors on est, bon, voilà, je ne vais pas développer parce que figure on dit que je parle trop, mais voilà. Vous avez raison, je pense qu'il y a encore les mondes, les mondes institutionnels. Nous en sommes vraiment au commencement, et j'ai bien la volonté de pouvoir précisément amplifier des actions de communication, de valorisation de toutes ces initiatives. Il y a plein de choses qui se passent et on l'ignore généralement, enfin le plus grand nombre. Je pense qu'on pourrait aussi, pourquoi ne pas imaginer, il y a ce qu'on appelle la semaine de la langue française qui a lieu chaque année en mars. Pourquoi il ne pourrait pas y avoir des semaines des langues de France ou la semaine de la langue française et des langues de France? Pourquoi séparer les deux d'ailleurs? Est-ce que ça ne pourrait pas être intéressant voilà, je pense qu'on en est vraiment au début de ce qu'on pourrait mettre en œuvre. C'est l'exemple de Barbara. Nous travaillons avec Barbara Cassin et l'équipe qui a fait cette expo MUSEM, la maison de la sagesse traduire. Hier soir, j'étais avec un groupe de 25 personnes au département des arts d'islam au Louvre, co-organisé avec les maisons de la sagesse, qui est présidée par Barbara. Et donc, on travaille avec eux à la maison de langue et des cultures d'Aubervilliers. Si vous voulez, les maisons de la sagesse traduire, c'est un projet que vous connaissez. Donc, elles ont investi d'abord Marseille et maintenant elles investissent Aubervilliers. On est un peu un des 2 piliers
du projet de Barbara, de Daniel Bojny, etc. Donc on a de bons partenaires. On essaie de saisir toutes les opportunités. Si vous, et qui êtes dans la salle, vous en connaissez, nous sommes, j'ai amené un livre pour prendre des notes. Tous azimuts, par exemple, la prochaine jeudi des langues et des cultures que nous organisons, le 23 mai, c'est sur la Catalogne. La langue catalane, en Catalogne et en Catalogne française aussi. Alors, on va bientôt terminer, mais une question d'abord à Maria Grazia. Bon, comment voyez-vous, vous, l'Italie, qu'est-ce qui manque parce qu'en fait, il faut aussi continuer de mettre en perspective dans l'éclatement de l'espace public. L'espace public est en train de muter, il n'est plus dominé par le livre comme vecteur, l'imprimé. On est dans un espace qui est devenu virtuel avec la montée en puissance des réseaux sociaux. Maintenant, on en revient. Bon. Comment, justement, vous faites partie d'une association nouvelle, comment les acteurs, y a-t-il une nouvelle façon d'envisager le rôle des acteurs de la chaîne du livre, notamment des écrivains qui sont non plus nationaux, mais devenus, par force des choses, qui ont toujours été transnationaux? C'est une question très compliquée. En tout cas, pour revenir à ce qu'a déjà dit Carlos, comme disait Gramsci, chaque fois qu'on parle de la langue, on pose une question politique. Moi, je pense qu'en ce moment, en Italie, pour revenir à la première question de ta question, manque la reconnaissance de ces Italiennes qui habitent le territoire national. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais on n'a pas la loi de la citoyenneté pour la deuxième génération. Ça veut dire, en Italie, les enfants nombreux qui ou bien viennent de l'étranger et s'installent en Italie, ou bien naissent en Italie, ont droit à devenir italienne simplement avec les 18 ans. Ça veut dire quand il devient majeur. Ça, par exemple, c'est un enjeu politique. On ne peut pas le séparer. Du moment où la politique ne prend pas conscience que le tissu national a complètement changé, aussi par rapport à la narration politique dominante qui font les politiciens italiens en ce moment, moi je pense qu'on ne peut pas avancer. Ça veut dire, justement, ça sont tous des efforts que nous on fait d'en bas, mais il faut interagir avec les deux niveaux. Pour ce qui concerne de nouveau la deuxième partie de ta question, nous par exemple, moi, toi et Mia, on a créé cette association qui s'appelle Lingua Franca, agence littéraire transnationale. On est tous des gens qui travaillent depuis 25 ans dans ces domaines littéraires de la littérature transnationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Des gens qui écrivent dans plusieurs langues et pas simplement dans la langue maternelle. Il faudrait aussi ouvrir une parenthèse. On n'est pas obligé à se déplacer, à vivre la migration pour écrire dans une autre langue. Déjà, Heidegger disait que la langue de la poésie est une langue de l'ailleurs, non? D'accord. Mais là, par exemple, nous, on cherche avec cette association de représenter ce phénomène qui est très répandu, de traduire avec des traducteurs qui depuis longtemps ils s'occupent de postcolonial, par exemple, et qui ont une expérience très profonde de la traduction, de faire circuler les livres au-delà de barrières géographiques, au-delà des langues, avec des rencontres, avec des reconnaissances, et c'est ça, je pense que c'est la façon. Mais je répète, selon moi, moi je parle toujours du cas italien, et je suis très étonnée d'apprendre que la France est dans quelle façon un peu en arrière, non? Vous ne prenez pas justement dans un mauvais sens, mais il me semble que de vos mots, vous venez de prendre conscience de toute cette richesse
Et non, moi je m'attendais. À titre personnel, certainement, j'en suis conscient depuis fort longtemps, mais je pense que la société civile dans son ensemble, et Paris, oui, c'est ça. Ah, c'est Paris, exactement. Et moi, je pense alors qu'il faut travailler à plusieurs niveaux. Et nous, on essaie de travailler aussi à niveau de l'éditorie, de la publication, de la traduction, des rencontres. C'est un chantier, on parlait des chantiers européens, c'est l'un des principaux chantiers européens. Ouais. Alors, juste, on va inviter d'ores et déjà Marie Rouanet pour la conclusion.